Issus de la lutherie traditionnelle, ces instruments à cordes sont l'image de la perfection. Et pourtant, on prétend obtenir une qualité encore supérieure avec des techniques et matériaux modernes. Sont-ils vraiment capables de les supplanter ? Salut, soyez les bienvenus dans Xenius. Cet instrument bricolé est un boom-bass, qu'on appelle aussi violon du diable. Moi, personnellement, je ne le connaissais pas, mais il existe depuis 400 ans déjà. Et on l'utilise encore dans la musique populaire allemande, pour le carnaval par exemple. Mais tu t'y connais mieux que moi. Un peu, oui. Ce boom-bass primitif fonctionne sur le même principe que tous les instruments à cordes. On fait vibrer cette corde en la pinçant ou en la frottant, et les vibrations sont amplifiées ici en bas. Avant, on utilisait une vessie d'animal. Ce ballon est quand même plus engageant. Simple, mais efficace. Par contre, d'autres instruments à cordes sont de purs chefs-d'œuvre. Leur fabrication est un art très complexe, nourri de tradition et d'expérience, mais aussi, régulièrement, d'innovation. Pour tout violon en bois, ce serait la fin assurée. Seuls ces instruments issus d'une technologie radicalement nouvelle supportent un tel traitement. Un petit groupe de techniciens est en train de révolutionner un artisanat ancestral. Leur violon est un défi pour la vénérable corporation des luthiers. Depuis 300 ans, on emploie toujours les mêmes méthodes et les mêmes outils. Les instruments ont assez peu changé eux aussi. On attache encore beaucoup d'importance à la tradition. Mais justement, cette rupture avec la tradition en a déjà séduit plus d'un. Jörg Kleinhalstede et son équipe fabriquent chaque année près de 300 instruments en fibre de carbone. Voici le matériau de départ, une bande de toile tissée avec des fils de carbone. Pour fabriquer un violon, on va la mesurer et la découper au millimètre près. Inimaginable pour les puristes qu'un son correct puisse en sortir. Ce que j'entends le plus souvent, c'est que le carbone est du plastique à la base, un matériau artificiel, sans âme, et qui, ne serait-ce que pour cette raison, ne peut pas bien chanter. Mais c'est tout le contraire. Le carbone conduit le son mieux que le bois et se prête donc particulièrement bien à la facture d'instruments. En plus, il est stable, léger et insensible aux variations météorologiques. Après la découpe, on place la toile dans un moule et on colle les différentes couches une par une. Mais bien des choses sont reprises telles quelles au violon traditionnel. La caisse de cet instrument est semblable à celle d'un Stradivarius classique. Nous la chemisons ensuite d'une couche de fibre de carbone nettement plus fine. Ça donne un instrument très résonnant, très vibrant, dont la sonorité est très proche de celle d'un violon ancien. Mais on ne peut pas simplement transposer les connaissances issues de la facture d'instruments en bois. Car le carbone a d'autres propriétés acoustiques. Plus rigide que le bois, il conduit plus rapidement le son. Il a fallu 3 ans à Jörg Kleinhalstede et son équipe pour mettre au point la fabrication en série de leur violon. Son prix, 1 900 €, 10 fois moins que son concurrent en bois. Leurs efforts ont finalement été récompensés. En 2015, le violon en carbone a reçu le prestigieux prix de l'instrument de musique à Francfort. Pourtant, Jörg Kleinhalstede a encore du mal à s'imposer, surtout dans les salons. Ils passent devant notre stand le sourcil froncé, regardant délibérément en l'air, ou prennent une mine dégoûtée. Ou alors, ils hochent la tête d'un air affligé devant un tel sacrilège. On voit toutes sortes de réactions. Des réserves en partie compréhensibles, car certains processus de fabrication rappellent furieusement la production industrielle. Les ouvriers portent des masques et même des combinaisons intégrales pour se protéger contre les vapeurs toxiques.
Pas étonnant, ce matériau est issu de la construction automobile et de l'aéronautique. On trouve déjà des violons, des altos, des violoncelles et des contrebasses en carbone. Et le dernier projet en date est une contrebasse de voyage démontable. L'aspect du violon high-tech est très différent de celui du violon traditionnel. Le concept design, ici, c'est l'épure. Au diable les préciosités artisanales. Pour Jörg Kleinhalstede, tout ce débat sur les matériaux est parfaitement superflu. La fibre de carbone est faite de la même matière première que le bois. C'est du carbone. Il est modifié industriellement, certes, mais la matière première reste la même. Et si on les brûle, l'un comme l'autre, il ne restera que des cendres. Le carbone est une petite révolution dans le monde très conservateur de la lutherie. Mais de plus en plus de musiciens d'orchestre optent pour ces modèles résistants aux intempéries pour leurs concerts en plein air. Et ce n'est peut-être qu'un début. Le carbone a beau avoir des avantages, je ne peux pas m'empêcher de penser que les instruments en bois ont une âme. Pour celui-ci, je n'en suis pas sûr honnêtement. Il est pourtant en bois. Mais on peut fabriquer des instruments avec n'importe quel matériau. L'essentiel, c'est qu'ils sonnent bien. Nous allons voir ça tout de suite. Notre expert berlinois va tout nous expliquer. Il sait parfaitement ce qui est nécessaire pour obtenir un bon son. Le luthier Jakob Motter s'est spécialisé dans les contrebasses. Il aime tester de nouvelles techniques, mais pour lui, les instruments en carbone n'ont pas la qualité sonore des instruments en bois. Vous avez déjà fabriqué une contrebasse en carbone? Non, pas encore. Le carbone est un matériau très différent du bois. On colle plusieurs épaisseurs les unes sur les autres. Ça n'a rien à voir avec ce que je fais. La seule chose en carbone que nous utilisions, ce sont ces archets de premier prix à moins de 100 €. Car la fibre de carbone est plus solide que le bois. Vous vous êtes spécialisé dans les contrebasses. Pour quelle raison? Vous n'aimez pas le violon? Au contraire, le violon est tellement merveilleux qu'il n'y a rien à changer. La contrebasse, je la perfectionne sans arrêt. Chaque fois que j'élabore un nouveau modèle, je le fais avec des solistes. Le spectre sonore est beaucoup plus large. Pour le violon, le spectre que je vise est bien plus étroit. Pour le violoncelle, un peu plus large. Pour la contrebasse, ça va du rockabilly au jazz, de la folk à la musique d'orchestre, en passant par la contrebasse à 5 cordes et le soliste absolu, déjà plus proche du son du violoncelle. La base de vos instruments, c'est le bois. Vous en avez plusieurs sortes ici. Ils sont tous pareils? Comment les choisissez-vous? C'est bien sûr le bois qui va donner son caractère au son. Et je dois réfléchir précisément à la composition de l'instrument. S'il est destiné à un soliste, il devra être relativement riche en harmonique. J'aurai besoin de bons aigus. Donc je vais choisir une table très dure ou avec un large spectre harmonique. Ce serait quel bois? De l'épicéa pour la table, et pour le fond, les éclisses et le manche, de l'érable. Ou du peuplier parfois, mais cette combinaison est plus courante. Comment testez-vous la sonorité du bois? Il y a différentes théories. L'une d'elles veut que l'on accorde la table et le fond sur 2 notes complémentaires après le rabotage, pour obtenir un certain accord. Je ne crois pas aux théories. J'ai besoin de faire des essais à chaque fois. Ce n'est pas si facile, mais on entend si le son est plutôt profond ou aigu. Il faut que la table et le fond se complètent pour que les fréquences de l'instrument soient équilibrées. Comment donnez-vous sa forme au bois? Il doit être assez flexible, j'imagine, surtout pour les côtés. Oui, les éclisses sont très fines et on les cintre sur un fer chaud. Quant à la table et au fond, on les rabote, tout simplement. Joli son, hein? Nous allons maintenant voir avec vous comment on façonne le bois. Il se plie déjà pas mal là, mais il ne reste pas dans la bonne position. En effet. Voici notre éclisse. Elle est destinée à un petit violon, mais pour une contrebasse, c'est la même pièce. On va la cintrer sur un fer chaud. Je vous montre. Vous la posez contre le fer, vous appuyez un peu, et une fois que l'humidité s'est évaporée, elle garde sa forme.
Merci Jacob. Nous verrons d'autres étapes de la fabrication d'une contrebasse avec vous plus tard. Mais comme le choix du bois est primordial dans la conception d'un instrument à cordes, des chercheurs tentent depuis des années d'améliorer encore ses performances. Stabilité, résistance et bonne sonorité sont les principales qualités des bois dits de résonance. Mais cette combinaison est rare. C'est pourquoi les chercheurs de l'Institut des technologies du bois et du papier de Dresde cherchent à ennoblir d'autres types de bois. Car le bon bois se fait rare. Plusieurs essences utilisées traditionnellement par les luthiers, comme le palissandre ou le bois d'ébène, sont très protégées aujourd'hui. Combien de temps pourra-t-on encore se procurer ces bois précieux? Des solutions ingénieuses existent. Il y a probablement un type de bois parfaitement adapté pour chaque usage. Et puis, il y a des essences moins adaptées, voire pas du tout. Mais on peut quand même essayer d'améliorer ces bois-là, afin de s'en servir à d'autres fins. Le bois de résonance de bonne qualité est très difficile à trouver dans nos forêts. L'arbre doit avoir poussé lentement pour présenter des cernes minces. Ainsi, il conduit le son plus vite et offre une belle sonorité. Mais pour un tel résultat, le bois doit reposer pendant des décennies. En traitant le bois thermiquement, les chercheurs parviennent à accélérer ce processus de vieillissement. La modification thermique transforme et dégrade les hémicelluloses du bois. Il devient alors plus sec, plus rigide, ce qui améliore ses propriétés sonores. Les hémicelluloses, l'un des composants essentiels du bois, assurent son élasticité. Quand il y en a moins, le bois conduit mieux le son et il est également moins sensible à la vapeur d'eau, ce qui est très important pour que l'instrument ne casse pas en cas de variation de température. Pour s'assurer du succès de leur méthode, les scientifiques soumettent le bois à d'innombrables tests. Il doit être rigide. Le manche et la table des instruments à cordes sont soumis à une pression particulièrement élevée. La tension des cordes peut gauchir l'instrument tout entier. Autre facteur essentiel, la diffusion du son. Elle doit être la plus uniforme possible. La compression du bois va générer un son plus harmonieux. La sonorité d'un instrument ne peut pas être meilleure que celle du bois dont il est fait, car l'instrument lui-même ne peut rien ajouter qui ne soit déjà là. Cela signifie que je dois choisir d'emblée les composants qui vont me permettre de viser le spectre sonore le plus large possible, et que c'est au musicien ensuite de tirer le maximum de l'instrument. Cet appareil simule la force qui s'exerce sur le bois quand une corde lâche. Ici, le choc est très violent, car les chercheurs veulent voir comment le bois se comporte lorsque la corde casse. On peut également ennoblir le bois via la modification chimique. L'objectif est d'obtenir une essence aussi dure que le bois d'ébène. Car la touche, la partie plaquée sur le manche, doit être très rigide pour résister à la tension des cordes. Ce procédé consiste à plonger le bois dans un bain d'alcool sous pression, puis à le comprimer. Le bois devient aussi solide que le bois d'ébène et lui ressemble comme 2 gouttes d'eau, ce qui n'est pas négligeable. Les clients sont très conservateurs. Aussi bien pour une basse électrique, un instrument relativement moderne, que pour une guitare classique ou un violon, qui a une tradition beaucoup plus longue. Ce n'est pas évident de les convaincre. Le mieux, c'est quand ils ne voient pas tout de suite que c'est un autre type de bois. Et pourtant, avec la pénurie d'essences traditionnelles, un nombre croissant de musiciens va devoir s'adapter aux instruments en bois modifiés. Nous l'avons vu, le choix du bois est essentiel pour la sonorité d'un instrument. Quels autres éléments entrent en jeu? À quoi veillez-vous? Le timbre relève d'innombrables facteurs, bien sûr.
Il dépend de la forme extérieure de l'instrument, de ses courbes, du modèle que je choisis, de la tension. La contrebasse a la particularité d'avoir soit un fond plat, soit un fond bombé. Et bien sûr, c'est déterminant pour le son. On voit que vous avez déjà bien travaillé sur l'autre face. En effet, Vous l'avez raboté? On dit comme ça? on dit creuser dans ce cas. Creuser. C'est ça. Quelle est la part d'innovation chez vous? Que faites-vous différemment? Sur un fond plat, je place les tasseaux autrement. Sur la contrebasse allemande standard à fond plat, par exemple, il y a 4 tasseaux mis comme ça. Sur ma contrebasse, mais je ne peux pas tout dévoiler, C'est un secret. Un secret de fabrication. il en faut bien. Je place un tasseau en diagonale sur le fond. Quel est l'avantage? De cette façon, le fond séchera mieux. Et du coup, il s'abîmera moins vite. Il y a un gros avantage aussi au niveau du son. Il est plus concentré, plus puissant et un peu plus brillant pour le soliste. Ça veut dire que vos instruments ont une sonorité unique. Oui, absolument. Mes clients disent que, quel que soit le modèle que je fabrique et le degré d'innovation, ils entendent toujours que c'est moi qui l'ai fabriqué. Et c'est pareil pour moi. Dans un test à l'aveugle, vous reconnaîtriez vos instruments. Je les reconnaîtrai toujours, oui. J'imagine qu'il n'y a pas la moindre vis dans une contrebasse comme celle-ci. Vous utilisez de la colle, je pense. Effectivement, tout est fixé à la colle d'os. Il n'y a pas une seule vis. J'utilise de la colle d'os de lapin que je fais bouillir dans de l'eau. La consistance varie selon la pièce à coller. Un peu plus liquide pour la table et un peu plus dense pour le fond. Quant au manche, je le fixe avec une colle très épaisse. Je peux vous montrer comment on fait. Tu places le couteau ici, puis tu prends un peu de colle sur celui-là, et tu le fais glisser tout doucement entre les 2 épaisseurs de bois. Maintenant, tu peux retirer le couteau, et Émilie va poser les serre-joints. Les serre-joints, c'est comme pour la colle à bois. Si on n'appuie pas dessus, ça ne tient pas. C'est ça. Et qu'est-ce que la colle d'os a de mieux qu'une colle à bois normale? La colle d'os, on peut toujours la détacher du bois. Elle s'enlève à l'eau. Et même les pièces que vous venez d'en coller, je peux les séparer proprement avec un couteau et un peu d'alcool ou d'eau. Et après ça, les 2 surfaces sont comme vierges. Si j'utilise de la colle blanche, de la colle à bois ordinaire, les surfaces encollées seront tellement obturées qu'il n'y aura plus de cohésion possible entre les atomes. Ce serait embêtant s'il fallait l'ouvrir pour la réparer, ou pour une autre raison. Tout à fait, pour la réparer ou pour le séchage, pour évacuer l'humidité. En hiver, par exemple, quand on chauffe énormément, l'instrument se rétracte en séchant. Et la table doit pouvoir bouger un peu pour éviter des fissures. Le bois n'a pas encore été verni. Ça joue sur le son, ça aussi? Bien sûr. Toutes les surfaces vernies ont une grande influence sur le son. Une belle sonorité, c'est fondamental pour tout musicien, même si l'appréciation d'un instrument est très subjective. Mais actuellement, beaucoup de musiciens ont des attentes qui nécessitent une réorientation complète. J'ai étudié le violon à l'école de musique, mais je me suis détourné du violon classique car je me sentais enfermé dans une cage et je ne le supportais plus. J'ai découvert le quinton en faisant la connaissance du luthier Peter Volkmer ici à Potsdam. Il m'a parlé de cet instrument très particulier. Il m'a dit qu'il était en train d'en concevoir un et il m'a proposé de l'essayer. Le quinton n'a pas 4, mais 5 cordes. Je le nettoie un peu. On associe généralement le violon à la musique classique. Et pour beaucoup de jeunes musiciens, c'est un instrument vieillot. Mais cette 5e corde ouvre des perspectives. Le plus, c'est vraiment cette 5e corde et c'est ma préférée. Je peux jouer de la basse avec.
ou des sons très graves. C'est chez Peter Volkmer qu'Alex Stolze a acheté son quinton en 2008. Ce maître luthier s'adapte aux demandes de violonistes férus d'expérimentation. Ça va? Oui, oui, très bien. Peter Volkmer a remis le quinton à l'honneur. Pour les violonistes de formation, il est important de ne pas avoir un gros effort d'adaptation à faire. La grande question pour mes premiers quintons était de savoir quelle largeur je devais choisir pour la touche, jusqu'où le chevalet pouvait monter, et quelle largeur le corps pouvait avoir pour que l'instrument reste jouable. Toutefois, on ne joue pas sur un quinton comme sur un violon traditionnel. Il faut adapter la tenue de l'archet à cette fameuse cinquième corde. La principale difficulté du passage du violon au quinton était de maîtriser les écarts entre les cordes avec l'archet. Au tout début, j'oubliais parfois que j'étais sur la corde de Do, la plus grave, celle qui avait été ajoutée. Je pensais être sur le sol. Mais cet instrument, en soi, n'a rien de nouveau. Le quinton existe depuis l'époque baroque, sous des formes diverses et accordé de différentes manières. En ce sens, mes quintons ne sont pas une invention. Ils tentent simplement de remettre au goût du jour un instrument d'un autre temps et de l'inscrire dans notre époque contemporaine. Peter Volkmer fait évoluer l'instrument afin qu'il corresponde aux attentes actuelles en termes de volume sonore et de portabilité. C'est pourquoi il a combiné les formes du violon et de l'alto. La taille est resserrée et le bas bien large. Ainsi, le corps dispose d'un gros volume sonore tout en assurant la plus grande liberté possible à l'archet. La plupart des clients de Peter Volkmer ne sont pas des violonistes classiques. Alex Stolze qualifie la musique de son dernier album de post-classique ou de pop de chambre, un mélange de musique de chambre et de pop. Les joueurs de quinton sont aussi issus de la musique folklorique, du tango, du punk rock ou encore du jazz manouche. Si des musiciens décidés parviennent à emmener le violon dans le futur, avec un son qui touchera une nouvelle génération, je pense que cet instrument-là aura un grand avenir devant lui. Une contrebasse à 5 cordes, ça vous paraît envisageable? Tout à fait. Ça n'a rien d'inhabituel pour une contrebasse. Dans les opéras, par exemple, les musiciens d'orchestre ont presque toujours 5 cordes. C'est une tradition. Pour jouer Wagner et Mahler, il faut une 5e corde, accordée en si. Il y en a presque partout en Allemagne. Celle-ci n'a que 4 cordes, si j'ai bien compté. En quoi sont-elles? En métal? Les cordes sont composées de différents matériaux. Ici, elles sont en acier, car c'est une contrebasse de soliste qui doit avoir un son particulièrement brillant et clair. Mais il en existe aussi en boyau, recouverte d'un fil de métal, d'aluminium ou d'argent. On en trouve également en boyau seulement. Ici, vous pouvez voir comment une corde est montée. Il y a plusieurs morceaux à l'intérieur. En effet, à l'intérieur, il y a du plastique, de l'acier, et le tout est gainé. Ça vous dit de jouer un peu? Ah oui. Ladies first, bien sûr. Après toi? L'archet allemand se tient comme ça. Et tu vas juste effleurer la corde avec. D'accord. Je t'en prie. Bien, on va laisser Adrienne essayer. Aujourd'hui, nous avons suivi quelques étapes en accéléré. Il vous faut combien de temps pour fabriquer un instrument?
Il faut environ 3 mois pour fabriquer une contrebasse, 2 mois pour la construction et à peu près 1 mois pour le vernissage. Et la durée de vie de cette contrebasse? 300 ans, j'espère. Super. Eh bien, un grand merci pour cette journée. C'était passionnant. Merci. C'était un plaisir. C'est sûr, les contrebasses n'arrêtent pas d'évoluer. Mais le timbre de celle-ci est déjà grandiose. Et ce n'est ni du carbone, ni du bois thermomodifié. On vous dit salut et musique maestro. En scène l'artiste.